Alors, au départ, j'étais parti d'un article que j'avais écrit le 21 septembre 1999, donc vraiment juste avant la fin du XXe siècle. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette présentation, ce qu'il faut retenir de la réalité virtuelle au XXe siècle, puisqu'on avait un bilan assez, on avait un recul quand même d'une quinzaine d'années qui permettait de faire poser un certain nombre de balises et de retenir donc ce qui avait été important. Alors, donc ce texte, je l'ai un petit peu, vous l'avez vous sur les actes, mais je l'ai à travers la présentation que je vais vous faire un peu édulcoré, et j'ai surtout rajouté beaucoup d'informations qui n'y figuraient pas, alors qui ne sont pas tellement des informations d'après le passage du siècle, mais qui concernent plutôt les différents acteurs qui se trouvaient en présence. Donc je vais vous parler d'abord des définitions qu'on donnait. Vous allez voir que c'est sensiblement la même chose que ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et puis je vais vous faire cette galerie de portraits avec la chronologie et les différentes, le rôle que ces différentes personnes ont joué au cours des 15 premières années de l'histoire de la réalité virtuelle. Donc les définitions, bon, réalité virtuelle, le principe d'interaction et d'immersion, la réalité artificielle, la téléprésence, la télévirtualité, la réalité augmentée, ça c'est le vocabulaire de base pour comprendre la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, je vous propose cette définition, donc ensemble de techniques et de systèmes qui permettent de donner le sentiment à l'homme de pénétrer dans des univers synthétiques créés sur ordinateur, mais avec possibilité d'effectuer en temps réel un certain nombre d'actions définies par des programmes informatiques. Et bien sûr, de pouvoir communiquer avec ces univers virtuels, notamment en éprouvant physiquement des sensations visuelles, sympathiques, et de pouvoir opérer à l'intérieur de ces mondes virtuels par un certain nombre d'actions. Alors, l'interaction, on revient un petit peu à ces fondamentaux, l'interaction de temps réel avec des objets virtuels, donc qui s'apparente souvent aux méthodes infographiques finalement classiques, on est quand même parti de là, de manipulation des images. Alors c'était à l'époque le CAO, le design industriel, la préparation de films d'animation, et donc ça englobait toutes les opérations de déplacement ou de transformation d'objets à l'intérieur de caméra, le mouvement de caméra virtuelle. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que quand je me tourne, vous m'entendez peut-être moins bien. Donc je vais rester face à vous. Donc le sentiment d'immersion, pardon. Ah oui, si besoin. D'accord. Bon, le sentiment d'immersion, là aussi, vous savez ce que c'est. Donc il faut que ce soit conditionné bien sûr par un certain type d'équipement. Au départ, on est parti avec des visiocasques. Très rapidement, on s'est aperçu qu'on pouvait également utiliser les techniques de vision en relief classique, pour utiliser déjà dans le cinéma et la télévision en relief, et puis les boîtes englobantes, comme les caves. Ah oui, merci. Donc, la réalité artificielle, ça a été un peu une voie, je dirais, pas une voie qui allait vers une impasse, mais c'était Myron Kruger qui avait commencé à travailler sur le concept d'homme-souris, on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire que l'homme est lui-même physiquement le curseur de ce qu'il va faire dans l'univers virtuel, avec sa représentation métaphorique à l'intérieur d'un écran. Je vous montrerai tout à l'heure quelques images. Et par la suite, on a trouvé d'autres, justement, à travers les reality centers, les caves, des moyens de s'inscrire dans l'image sans avoir le sentiment d'immersion que procurent les visiocasques. Voilà. Alors la téléprésence, ça c'est un concept qui avait été introduit par Scott Fischer, qui d'ailleurs, quand il parlait de réalité, il n'aimait pas beaucoup le terme réalité virtuelle, et il préférait ce terme-là de téléprésence. En réalité, la téléprésence est plus orientée vers des applications de robotique, de téléopération,
Donc voilà, espace, fond marin, une centrale nucléaire où l'homme ne peut pas forcément aller et où on enverra plus facilement des machines qui feront non pas le travail à sa place, mais le travail avec sous contrôle direct, interactif et si possible temps réel, sauf quand il s'agit d'envoyer un robot sur la planète Mars, où là on a forcément un temps différé à cause du délai de transmission, mais le plus possible en tous les cas, quand ça se passe sur Terre, de pouvoir interagir avec, en temps réel avec en manipulant à distance le robot. La télévirtualité, ce qui est intéressant, c'est que le premier équipement de réalité virtuelle qui a été construit, c'était par la société VPN, dirigée par Jaron Lanier, s'appelait RB2, qui voulait dire Reality Built for Two. Et pratiquement simultanément, au moment où les premières démonstrations de réalité virtuelle ont eu lieu en 1989, on a introduit ce concept de télévirtualité, c'est-à-dire que plusieurs personnes pouvaient se trouver au même endroit, même s'ils n'étaient pas physiquement au même endroit, ils pouvaient se mettre à l'intérieur de ce monde virtuel. On prend la métaphore du téléphone, bien sûr, quand vous parlez à quelqu'un au téléphone, même s'il est à 10 km de vous, c'est comme si vous étiez dans la même pièce. Alors la réalité augmentée, c'était une technique qu'on connaissait déjà dans le domaine militaire notamment, c'est-à-dire avec des visuels de casque ou des viseurs tête haute pour superposer au monde réel des images graphiques qui pouvaient apporter des éléments supplémentaires de compréhension de son environnement ou de missions bien particulières, notamment en ce qui concerne le pilotage des avions ou l'utilisation des systèmes d'armes embarqués, d'avoir cette possibilité d'avoir un réticule devant les yeux ou un certain nombre d'autres informations qui pouvaient être considérées comme virtuelles, mais en réalité épousant parfaitement, s'inscrivant, se superposant au monde réel comme un double invisible, et donc devenu visible. Alors, les techniques ont été améliorées, notamment c'est à l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord que les travaux sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée ont été les plus prometteurs, en tout cas au début. Voilà, j'en ai fini donc avec ces définitions. Maintenant, je vais passer à ceux qui ont fait ce que j'appelle du virtuel une réalité, en les séparant un petit peu. Les précurseurs, d'abord, c'est-à-dire ceux qui n'utilisaient pas le terme de réalité virtuelle, mais qui ont fabriqué des briques, les éléments fondamentaux qui ont permis de développer ensuite des systèmes complets, intégrés. Ensuite, les inventeurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à réellement utiliser des systèmes en bricolant plus ou moins d'ailleurs, ou alors en développant industriellement, comme ça va être le cas pour VPN, les premiers systèmes de réalité virtuelle. Ce que j'appelle les techniciens, ce sont des gens qui ont apporté quelque chose en même temps, soit en même temps, soit juste après, à la réalité virtuelle en développant des nouveaux outils ou des nouvelles briques, justement, qui sont venus compléter et enrichir les outils déjà existants, ou alors qui ont participé, comme je vous dis, à la création de ces outils eux-mêmes. Les marginaux, ce sont des gens qui ont travaillé un petit peu dans leur coin et qui sont toujours restés un petit peu dans leur coin, c'est-à-dire qu'on les a vus intervenir souvent sur des manifestations. Si vous alliez les voir dans leur laboratoire, ils vous recevaient très gentiment, mais ils ne cherchaient pas, ça va être le cas, vous allez voir, pour ceux que je vais présenter, ils ne cherchaient pas forcément à s'intégrer complètement à la communauté de la réalité virtuelle. Les importateurs, c'est un petit peu ceux qui ont commencé à essaimer ailleurs qu'aux États-Unis, et notamment en Europe. Donc j'en ai pris deux, j'aurais pu en prendre beaucoup
plus. Mais j'ai pris ces deux-là parce que ça me semblait être important de les citer. Et puis enfin, j'ai pris deux évangélistes bien connus, c'est-à-dire des gens qui ont fait le buzz, comme on dirait maintenant, sur la réalité virtuelle et qui ont participé de ce mouvement. Donc voilà, on va commencer par les précurseurs. Le plus connu d'entre eux, c'est Ivan Sutherland, qui est né donc en 1938 et qui est un brillant étudiant, chercheur au Massachusetts Institute of Technology, où il a développé, comme vous le savez, le fameux Sketchpad, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Par la suite, il a été à l'université d'Utah, où il a développé le Ultimate Display. Je crois que c'est dans la littérature, c'est quelque chose que tout le monde connaît bien maintenant. Dans Ultimate Display, Incredible Display, plein de mots, et puis Damoclès, vous connaissez cette machine assez extraordinaire, vous allez voir. Alors il a fondé ensuite la société Evans Sutherland, qui a été donc la première à proposer des machines de visualisation qui s'adossaient sur les gros ordinateurs, comme les VAX, notamment de chez Digital Equipment, pour pouvoir faire de la visualisation d'images. Moi, personnellement, les premières images de synthèse que j'ai vues, c'était de la modélisation moléculaire. Alors, il dira, je suis biologiste de formation, donc ça me parlait beaucoup de voir des molécules, des modèles de protéines, de molécules organiques représentées en trois dimensions, et déjà avec une interactivité, ce qu'on pouvait les faire tourner. Et c'était sur des consoles Evans Sutherland. Alors voilà quelques images. Donc là, voilà le Sketchpad. Voilà la fameuse épée de Damoclès. On comprend pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Donc ce casque avec un système de tracking des mouvements du visage. J'ai retrouvé une photo de l'appareil en question, je ne sais pas où elle a été prise. Enfin, apparemment, ça ressemble bien à ce qu'était l'appareil original. J'ai voulu vous la mettre aussi. Et voilà Evans Sutherland dans les années 2000, on va dire. C'est un vénérable vieillard, bien en forme. J'ai l'air d'avoir reçu un prix de alors, un autre personnage que les gens connaissent moins bien, peut-être, dans la communauté, c'est Thomas Furness. Donc, c'était un ingénieur qui travaillait à l'US Air Force, dans l'Ohio, et qui s'est intéressé au projet de cockpit virtuel pour l'entraînement des pilotes. Vous savez que les pilotes s'entraînaient déjà sur des simulateurs de vol. Il a voulu disons, intégrer un certain nombre de paramètres sur un dispositif relativement lourd, comme vous allez pouvoir le constater sur la photo, à tel point qu'on appelait ça le Dark Vador, à cause de la ressemblance avec le personnage de la guerre des étoiles. Et puis ensuite, il a fondé le Human Interface Technology Lab, le HIT Lab à l'Université de Washington, où il a développé un certain nombre d'outils et d'applications de la réalité virtuelle. Voilà, il est considéré comme le grand-père de la réalité virtuelle. Alors voilà Thomas Furness, là il était encore assez jeune. Et voilà le fameux Dark Vador. C'est incroyable, je me demande comment le gars qui portait ça pouvait le supporter plus de quelques minutes. Alors, un autre précurseur, Frédéric Brooks, voilà, aussi, il est dans les années 30. Donc, jeune chercheur, il a fondé le département d'informatique à l'Université de Caroline du Nord, à l'UNC, qui est un labo qui a foisonné d'idées, d'inventions, de chercheurs, excusez-moi pour les détachements des lettres, je n'avais pas vu. Et qui a commencé à développer, notamment avec les chimistes et les biologistes, le programme groupe pour faire de la visualisation justement moléculaire, mais avec retour d'effort. Vous savez que, ceux qui prennent un peu d'une formation de chimiste, on peut tester les énergies de liaison, elles sont mesurables, hein, enfin,
on pouvait en avoir une représentation non seulement visuelle, mais haptique, c'est-à-dire avec ce système. Est-ce que telle molécule peut s'approcher d'une autre, rentrer dans telle autre Eh bien, avec le bras articulé que je vais vous montrer, les chimistes pouvaient commencer à expérimenter, à tester ces assemblages moléculaires. Bon, ils ont fait tout un tas d'équipements, des visiocasques, des dispositifs dans la retour des poches, je voulais dire, et aussi des tapis roulants, des vélos, le nanomanipulateurs que va fabriquer Warren Robinett notamment, et puis voilà, toutes les applications, vous en avez une liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Alors voilà Frédéric Brooks, homme vénérable, s'il en est. Moi je l'ai interviewé, c'est un monsieur absolument charmant et extrêmement intelligent et cultivé, et c'est très agréable de rencontrer des gens comme ça. Voilà le fameux bras du système du programme groupe. Alors on ne voit pas très bien, mais en fait, si vous regardez, le robot est accroché au plafond, par le bras robotisé, et le manipulateur ici, l'opérateur humain, manipule les molécules en les bougeant comme ça, en les en approchant, et il ressent les efforts, donc les fameuses énergies de liaison ou de répulsion qu'il peut y avoir. Alors, Henry Fuchs est un peu le compagnon ne pas confondre avec Philippe qui était là hier, notre ami des Côtes des Mines. Donc, Henry Fuchs est le compagnon en tout cas de travail à l'UNC et continue toujours à travailler là-bas. Je l'ai rencontré aussi Graf il y a 3 ans, donc il est toujours dans ses programmes de recherche. Alors, un autre précurseur un petit peu oublié, c'est Mortonelli. Celui-là, je l'ai rajouté à ma liste qui n'y était pas, s'il n'était pas, vous ne le trouverez pas dans les actes. Alors c'est un monsieur qui avait été fasciné par le cinérama, qui, vous savez, qui est ce cinéma qui avait une vision panoptique du spectacle cinématographique, et il voulait donc ramener ça à l'échelle individuelle, cellulaire, on va dire, et en créant cette machine assez incroyable qui s'appelle le Sensorama, qui cumulait donc des fonctions non seulement visuelles et auditives en 3D et en couleur, mais en plus il rajoutait des éléments comme les vibrations sur le siège, le vent dans la figure, et même les odeurs de l'environnement qu'on était censé traverser. Donc avec quelques exemples que je vous ai mis en dessous. D'ailleurs, ça tournait avec ces 5 applications. Donc en retour dans les rues de New York, voilà, Curse pour 100 buggy dans les dunes, survol en hélicoptère au-dessus de Los Angeles, etc., etc. Il y a même eu un spectacle de danse du ventre. Je me demande quelle odeur ils ont dû mettre. Enfin, bon. Alors, voilà. Alors je vais vous montrer. Bon, il n'y a pas eu vraiment d'avenir de cette machine. Bon, il y en a qui considèrent que c'est le père, l'après mon père, voilà le père de la réalité virtuelle. Donc voilà Mortonelli, qui est un opérateur cinéma, donc voilà, en pleine action. Et voilà sa machine. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette image. Oui, non, bon. Voilà, alors il y a la liste de toutes les... le cahier des charges est impressionnant et ça marchait, hein, semble-t-il. Je ne sais pas si cette machine existe dans un musée, mais enfin, on mériterait d'y figurer. Voilà en coupe ce que ça donnait. Alors, on va passer maintenant aux inventeurs. Je vais reprendre le petit. Est-ce que je suis dans les temps, comme ces gens qui surveillent le temps de parole? On est un peu sorti du timing. Ah bon? Bon, je vais essayer. Ah oui. Bon, alors, celui qui est moins connu, c'est Michael McGreevy. Il était ingénieur à NASA Ames, et voilà où il dirigeait donc, le Human Factor Research Division. Et il est le premier, en fait, à avoir créé le principe de Virtual Workstation, en fabriquant notamment... alors, lui, il appelait ça un simulateur personnel, d'ailleurs, très inspiré par les simulateurs de vol.
qu'on a vu finalement du casque d'Arvador tout à l'heure, des US Air Force dans l'Ohio, il a voulu le rendre encore plus intime en créant le premier casque de visualisation qu'il a appelé le VVED, Virtual Visual Environment Display, et qui va servir d'un petit peu de modèle au futur iPhone, pas le iPhone qu'on a aujourd'hui dans notre poche, j'en parlais hier pendant la soirée, donc le iPhone qui était le premier HMD de la société VPL. Alors il faut savoir que la NASA, contrairement à une idée reçue, n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour réaliser ce genre d'expérience et de prospective. Et au départ, ils sont allés acheter dans un magasin Radio Shack des écrans, vous savez, des monochromes de qu'on pouvait trouver dans les années 70, enfin de 70-80, et ils ont amélioré ça en travaillant notamment avec Citizen Watch, qui fabriquait justement ce genre d'écran de télé en augmentant la résolution. Et puis ils ont rajouté un capteur de position, donc Polymus, pour que les images affichées puissent bien correspondre au mouvement du visage. Voilà. Le problème, c'est que McGreevy est parti pour un stage assez long à Washington, et quand il est parti, il a cédé la place à Scott Fisher, vous allez voir après, et quand il est revenu, Scott Fisher n'était pas lui parti, et il a continué ses travaux, mais les concentrant vraiment sur des programmes liés à la conquête spatiale, hein, donc, notamment sur l'exploration de... Quand je l'ai visité, il était en train de travailler sur la planète Mars. Et il m'a fait essayer, je me suis retrouvé sur la planète Mars, c'était assez impressionnant. Alors voilà une rare photo de Michael Magoo que j'ai trouvée sur le site de la NASA. Et voilà le casque qu'il a conçu. Donc vous voyez, vous avez ici un éclaté de différents éléments qu'il constitue. Le voilà porté par... alors il a été simplifié parce qu'au début c'était un casque de moto, puis après ils ont enlevé le casque de moto. Ils ont essayé de construire une architecture plus souple, plus facile. Et voilà le HMD. Alors il est ici porté par Scott Fisher. Et ce HMD, enfin, un des échantillons, enfin, des prototypes qui ont été réalisés, se trouve maintenant au musée de l'air et de l'espace à Chantilly. Ça, c'est pas en région parisienne, c'est à côté de Washington DC, en Virginie. Alors, on va arriver au poids lourd là. Scott Fisher, sans doute, si on peut parler d'un inventeur de la réalité virtuelle, c'est bien de lui dont il s'agit. Il est un petit peu oublié aujourd'hui, enfin les experts le connaissent, mais son nom s'est un petit peu effacé. Et c'est bien dommage, parce que c'est un homme extrêmement brillant, très aimable, très gentil. Voilà, alors il a une carrière, je vous la livre, MIT, Atari Research, donc il rentre comme ingénieur à la NASA en 1985, à peu près au moment où McGreevy y était encore, et il va diriger donc le programme VIEW, qui est ce programme qui s'appelle Visual Interface Environment Workstation, et pendant 5 ans à peu près. Alors voilà alors ça c'est la fameuse téléprésence. Vous voyez le robot qui peut être asservi au mouvement d'un opérateur dans un monde virtuel. Voilà une application dans le domaine médical, aide à la préparation de l'acte chirurgical. Alors voilà, cette photo est très connue, il y en a qui l'ont vue, il y en a qui connaissent celle-là aussi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien tout là. On a le casque de visualisation, le HMD, le Convolvetron avec le son 3D sur les écouteurs et 2 bancs de données. Donc là, on est très très proche donc, de cette configuration que proposait Scott Fisher. Bon, ça c'est le fameux article qui est sorti, si vous avez arrivé à le trouver.
c'est très intéressant parce que c'est le premier grand article qui est sorti sur la réalité virtuelle aux États-Unis en 87. Donc voilà Scott Fischer qui essaye le fameux, vous avez vu cette photo, le voilà maintenant, ça c'était au Japon, où il essayait un système de guidage en réalité augmentée. Voilà, et le voilà maintenant. Alors on arrive au deuxième poids lourd, Jaron Lanier, donc légende de la réalité virtuelle. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a trouvé le nom. Alors voilà sa carrière, il a commencé à, en fait, c'est un musicien hein, au départ, et il voulait pouvoir utiliser un langage gestuel, un langage de programmation gestuelle, et il a demandé, quand il est rentré chez Atari, et il voulait rester quelques mois, je crois, il s'est coquiné avec Thomas Zimmerman, qui est en fait lui l'inventeur du nom, hein, le fameux bande de données. Hein, c'est lui qui a conçu, il a été amélioré par la suite par Yann Garville, mais c'est lui qui a conçu l'idée de faire passer de la lumière dans des tubes, et que la flexion des doigts, bien sûr, empêcherait la lumière de passer, atténuerait le signal lumineux, qu'on pourrait ensuite récupérer pour avoir un certain nombre donner un certain nombre de commandes différenciées. Alors, en 84, Lanier et Zimmerman ont fondé, avec un Français d'ailleurs, Jean-Jacques Desmaux, la société VPL, Visual Programming Research, et qui va, comme on va le voir, va être très impliqué dans la création du concept de réalité virtuelle. D'abord en travaillant avec la NASA, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et ensuite en commençant un certain nombre d'opérations. Alors, il faut quand même savoir que Jaron Lanier est venu en 1986, c'est ça, à Imagina, c'est là qu'il a fait connaître son banque de données devant un parterre de journalistes assez médusés, dont je faisais partie. Et puis, les premières démonstrations de réalité virtuelle complète avec l'environnement Alice au Pays des Merveilles a été d'abord montré en privé, et puis par la suite a été... alors voilà toute l'architecture, je vous l'ai décrite, là je ne vais pas vous la relire, une architecture complète avec des logiciels, des interfaces, des ordinateurs, etc. Alors donc août 89, première présentation publique du système de VPL. Il faut dire que sur le stand Autodesk, il y avait une autre application qui était équivalente, hein, qui s'appelait Cyberspace ou Cyberia, ça dépend on trouve dans la littérature. Et en tous les cas, le terme virtual reality est apparu à ce moment-là, hein, peut-être quelques semaines, quelques mois avant, mais moi je l'ai entendu pour la première fois au CIGRAPH de Boston. Bon, mais voilà, la gloire n'est pas toujours au rendez-vous, et malgré le succès qu'avait rencontré VPL au démarrage de la société, c'est soldé par un échec financier, et bon, VPL, les licences de VPL ont été rachetées par Sun Microsystems, je me demande bien ce qu'ils en ont fait d'ailleurs. Quant à Jaron Lanier, lui, il est retourné à son métier de musicien, mais d'après ce que tu me disais, Sébastien, il continue quand même à travailler pour Microsoft, c'est ça, oui. Alors je ne sais pas ce qu'il fait actuellement, mais il a reçu un prix, j'ai été chercher des infos, merci Sébastien, hier soir, donc il a reçu un prix pour sa carrière sur la réalité virtuelle par l'association I3E. Alors voilà quelques photos. Donc Jaron Lanier, ça c'est une photo qu'on a prise quand on est allé le voir à Redwood City, c'était en 91. Donc voilà une autre qui a l'air un peu plus jeune. Alors ça c'est maintenant, enfin voilà, en concert, il n'a pas trop changé. Voilà, c'est le poète. C'est en 2012, donc c'est une photo très récente. Alors voilà son compagnon un peu obscur, j'ai trouvé cette photo de Thomas Zimmerman avec le Dataglow. Et le voilà maintenant, c'était aussi grave il n'y a pas très longtemps. Bon voilà le blanc, vous connaissez tous, hein, avec les petits tubes. Et voilà la combinaison complète. Alors,
Je vais vous parler très rapidement de l'expérience qui avait été menée chez Autodesk, à peu près en même temps. Bon, il y avait toute une équipe dont j'ai retrouvé les noms hier soir, parce qu'il y en avait que j'avais rencontré comme Eric Gulliksen, William Bricken, que j'ai rencontré après quand il est rentré au GitLab avec Thomas Furness. Et Randall Bolzer aussi, je l'ai rencontré. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé au programme de réalité virtuelle qui était en parallèle de celui de développement de VPN. Voilà. William Bricken est passé au GitLab, mais il n'y est pas resté très longtemps, parce qu'après il a travaillé dans son compte. Voilà. C'est lui qui était un peu le gourou, enfin un des deux gourous avec Eric Gulliksen du projet Cyberspace. Voilà pour les inventeurs. On va passer aux techniciens maintenant, avec commencer par Warren Robinett, qui est un étrange personnage très sympathique, qui a navigué entre Atari Research, la NASA, l'Université de Caroline du Nord, voilà, où il a d'ailleurs développé un certain nombre d'outils, dont le fameux nanomanipulateur à retour d'effort. C'était un des premiers systèmes qui était moins lourd que le bras du programme groupe. Voilà, il a été au Centre culturel Banff en Alberta, au Canada, et finalement il est tourné à l'Université de Caroline du Nord. Je ne sais pas tout ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, beau garçon qui a pris un peu de poids depuis. Alors, un autre technicien très important, aussi oublié, Scott Foster, qui a travaillé avec lui. Il était ingénieur associé à NASA Ames, et il a très vite créé sa société qui s'appelle Crystal River Engineering, et c'est lui qui a développé le fameux Convolvotron, qui était le système de son 3D tridimensionnel, ce qui permettait vraiment, quand on essayait, et moi, dès 89, on avait le son et l'image en même temps, et comme le son était en 3D, c'est très important parce que vous vous repérez aussi par rapport aux dispositifs sonores. Je n'ai pas de photo de Scott Foster, par contre, voilà un schéma de ses travaux qui a été montré par Scott Fisher au SIGGRAPH de 89. Voilà, le Convolvotron, c'est un peu de la quincaillerie, quoi, hein. Ça. Alors, il a développé ça avec Elisabeth Wenzel, chercheur à la NASA. Alors, ceux-là, vous les connaissez, Thomas De Fancy, Caroline Krusnera, Daniel Sandin, ce sont les inventeurs du Cave, qu'ils ont présenté pour la première fois au SIGGRAPH de Chicago. J'insisterai pas trop. Donc, Kramer avait eu cette idée-là. Son produit a bien marché, et puis il a commencé à développer aussi des produits, des systèmes à retour d'effort et à retour tactile, dont je vous ai donné la liste là. J'avance, voilà Kramer, j'ai trouvé qu'une seule photo de lui. Alors on va arriver aux marginaux. Alors Myron Kruger, je vais passer très rapidement sur lui, parce que j'en ai déjà parlé. Il faut savoir que ce système vidéo-place a été montré un peu partout. Notamment, je me souviens du SIGGRAPH 88, je crois, et puis avec des améliorations dans d'autres occasions. Il a écrit un livre qu'on trouve toujours, en tous les cas Artificial Reality 2, qui explique très bien toute sa technique et toutes les déclinaisons qu'il a pu en faire. Voilà, Myron Kruger. Voilà, alors voilà le système, hein, j'ai trouvé un schéma. Et voilà le principe. Donc on s'inscrit dans un décor virtuel avec lequel on peut interagir avec les doigts, avec la tête, avec tout. Voilà son bouquin. Donc d'autres marginaux, Claude Cano, Zanni Luciani, Jean-Loup Florence, il y en a qui les connaissent ici, qui ont été des arts chez eux. Je crois que j'avais rencontré une personne. Voilà. Alors eux ont développé dès les années 70 le principe qu'ils ont appelé l'architecture Cordis Anima, afin de créer des modèles physiques d'objets ou d'instruments de musique. Et ils ont inventé cette gamme d'outils qui s'appelle les TGR, transducteurs gesteurs rétroactifs, dont le fameux clavier rétroactif modulaire,
qui est une interface assez extraordinaire, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà manipulé, qui procure des sensations extrêmement fines au niveau du toucher et des sensations tactiles. C'est-à-dire que c'est à la fois haptique, il y a le principe du retour d'effort, mais il y a aussi la finesse qu'on a quand on touche quelque chose de rugueux ou alors voilà, la vibration, qui est faite de vibrations extrêmement fines. Alors voilà d'autres cadeaux. Voilà, moins rigolé que Annie, Luciani. Voilà. Bon, je n'ai pas de photo de Jean de Florence. Voilà le principe du clavier rétroactif modulaire. Et voilà la machine en question. Là, il s'agissait, je crois, d'une expérience où vous manipulez des billes dans un bocal. Tu me contrediras si je dis des bêtises. Et donc, on ressent, avec cet instrument un peu bizarre qui sont les paires de ciseaux, de forceps d'ailleurs, plutôt. Et donc, on ressent les billes vraiment au bout des doigts quand on manipule cette image qui est virtuelle sur l'écran. Enfin, je sais qu'on a fait beaucoup mieux depuis, mais je vous montre ça parce que ces gens-là ont développé ça dans les années 80, hein, c'est bon. Voilà, alors les importateurs, il y en a, je vous en ai trouvé deux. Donc le premier, c'est Jonathan Waldner. J'ai choisi celui-là parce qu'il y a eu beaucoup de Britanniques qui se sont mis à la réalité virtuelle dès le début des années 90, notamment Division, voilà, W Industries qui est devenu après Virtuality, et d'autres. Hein, beaucoup d'importateurs aussi de matériel qui viennent des États-Unis. Donc Waldner, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est quelqu'un qui racontait qu'il avait publié un article sur la réalité virtuelle à peu près au moment où la NASA faisait ses travaux. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je lui ai demandé, et un jour il m'a envoyé son article, donc j'ai pu vérifier qu'il ne me racontait pas d'histoire. Et charlatans, il y en a eu aussi hein, dans la réalité virtuelle. On parlait hier avec Philippe Fous. Bon. Mais lui, non, n'en était pas un, et il a quand même fondé une compagnie qui s'appelle W Industries, qui s'est implantée très très vite sur le marché des jeux, notamment des jeux vidéo, et, bon, malgré un démarrage assez fulgurant, il n'a pas, sa société n'a pas perdu. Alors, le voilà, d'ailleurs, il était un petit peu cow-boy quand même. Bon, alors, Alain Guyot, alors ça c'est une personne qui a disparu en 92, qui a été le premier Français à être passionné par la réalité virtuelle, parce que vous voyez, dès l'automne 92. C'est un monsieur que je rencontrais souvent au SIGGRAPH, et il a tout de suite importé des systèmes de JVPL et de W Industries, et il a fait développer un logiciel par un chercheur qui venait de chez Sociétech, un ingénieur, Jeff Ledner, qui ont développé ce logiciel en fait, après quelques opérations médiatiques, comme notamment la représentation de Cluny en 3D, dont on a parlé avec l'abbaye Cluny en 3D, dont on a parlé hier ou avant-hier, ils se sont tournés vers l'utilisation de la réalité virtuelle pour faire de l'animation de personnages de synthèse en temps réel, avec un gros marché qui était quand même celui de la télévision et notamment de Canal+. Donc voilà, ils ont développé ce logiciel qui s'appelait PORC, Puppet Orchestrated in Real Time by Computer, et puis qu'ils ont appelé par la suite Clovis, quand Media Lab a été créé, qui était une spin-off, une filiale de Biosystème, ou une deuxième société. Voilà, malheureusement, Alain Guyot se tue en voiture en 92. Donc les programmes qu'il avait lancés ont continué pendant un certain temps jusqu'à ce que Media Lab soit racheté. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Voilà les deux logos des sociétés. Je n'ai pas trouvé de photo d'Alain Guyot, ça n'existe pas. Et voilà un des personnages qui a été créé pour Canal+, la fameuse Cléo, voilà, que certains ont pu voir. Bon, deux évangélistes, j'aurais fini. Donc, Howard Rheingold, je ne sais pas s'il faut le présenter, c'est un immense bonhomme qui a écrit plein de livres passionnants. Il est très sympathique,
Voilà, il est venu très souvent en France, notamment parce qu'il a rencontré, il est allé à la Croix, il a rencontré Cados et Luciani, bien avant, il a été le premier à parler d'eux, d'ailleurs aux États-Unis. Voilà, il a écrit plusieurs livres, je vous cite les deux principaux, donc Virtual Reality et Virtual Community, dont, voilà, il porte un chapeau, toujours. Il a d'étranges chaussures, mais je n'ai pas pris en photo ces chaussures. Voilà ces deux bouquins, ça c'est donc l'original et la traduction. Pareil pour Virtual Community. Voilà. Il y a toujours à peu près 2 ans de décalage, hein, vous voyez, 91-93, et là pareil, 93-95. Donc le deuxième évangéliste, Ben Delaney, un garçon très sympathique qui a créé cette revue qui s'appelait Cyber Age Journal, que certains ont dû avoir entre les mains. Voilà, pendant 8 ans, non, pardon, 6 ans, 35 numéros, c'est pas beaucoup, mais il y avait beaucoup de travail, et il a fait travailler tous ses auteurs, dont d'ailleurs Howard Rheingold, et ma petite copine Christine Préguet, que j'ai vue dans la, voilà, ici, qui était journaliste, donc qui est passionnée de réalité virtuelle dans les années 90. Voilà. J'ai trouvé que cette photo malheureusement, mais là j'ai trouvé une photo bien plus intéressante. Il a réussi à piéger, si je peux dire, Evan Césarman, qui évitait soigneusement les journalistes. Howard Rheingold m'avait raconté, parce que je voulais aller interviewer Césarman, mais il ne reçoit pas les journalistes. Il n'en parle pas. Il parle des travaux de Césarman, mais il n'a pas pu vraiment entrer en contact avec lui. Et Ben Delaney a eu la bonne idée de lui remettre le prix de VR Pioneer en 95, et voilà, cette poignée de main qui est quand même historique. Alors, des petits hommages, donc des livres, hein, je vous ai remis des livres de Rheingold et de Myron Kruger, puis j'ai rajouté celui de Claude Cados, qui est un petit livre assez curieux, très intéressant, où bien sûr il développe des travaux qui ont été faits à la Croix. Un film, Le Cobaye, il y a eu Le Cobaye, qui est sorti quand même aux États-Unis en 92. Donc c'était en pleine hype de la réalité virtuelle. Moi je l'ai vu à San Francisco, je veux dire, j'étais en plein là-dedans, c'était assez rigolo. Voilà, un disque, Caroline Lanier, forcément, sorti le 3 mai 94, il avait juste 34 ans, je pense qu'il l'a fait exprès, mais voilà, c'est une musique assez intéressante qu'on entendait d'ailleurs dans les univers virtuels qu'il avait fait, notamment de notre fameux Alice au Pays des Merveilles. Alors, Césarman, il est toujours vivant, 74 ans, et il vient de recevoir un prix, voilà, je vous l'ai dit, Kyoto Prize au Japon, donc consacré pour toute une vie consacrée au computer graphics, en juin 2012. Donc c'est très récent. Alors, lui, il n'a pas reçu le prix, mais il a reçu Steven Spielberg, donc c'est Scott Fischer, qui a 61 ans et qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, reçoit professeur à l'USC, donc School of Cinema, à Los Angeles, et le voilà en compagnie de Steven Spielberg. Et enfin, Jaron Lanier, 52 ans, qui a reçu le prix Virtual Reality Award de Lee Strasser. Donc c'est une photo qui date de 2009. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai mis quelques références là sur des choses que j'ai faites sur ces 3 personnes, donc Lanier, Fischer et Rheingold. Je vous remercie beaucoup, j'espère avoir pas été trop long.